Donc, merci, merci d'être venu. C'est juste donc un point d'information concernant la situation de nos amis, ex-habitants du squat situé au 81 avenue Victor Hugo, et qui ont été expulsés le 26 octobre, et que le théâtre, pour des raisons très précises, a décidé d'héberger provisoirement, en espérant que leur situation pourra être réglée, résolue, selon la parole qui avait été donnée par l'État, l'ancien préfet, en 2015. Les raisons qui font que nous les hébergeons, c'est que nous les connaissons, tout simplement. Nous avons fait ensemble un spectacle, et depuis ce spectacle, nous avons accompagné le travail de la préfecture en leur faveur. Nous avons été l'interface du dialogue entre la préfecture et le squat, et c'est pourquoi, lorsqu'on rencontre les gens, eh bien évidemment, ça crée des liens, et on ne laisse pas ses amis dormir dehors, voilà. Donc je vous ai fait un topo rapide que je vais reprendre tout simplement. Et puis ce que je propose, c'est donc de faire ce résumé rapide. Et ensuite, si vous le voulez, eh bien nos amis sont là, vous pourrez discuter avec eux, prolonger éventuellement votre enquête en ayant des entretiens avec eux, de même que Olivier Coulon-Jablonka est là, metteur en scène de la pièce que nous avons faite. Donc mon topo commence en effet par mai 2015, à la demande du Théâtre de la Commune, selon sa politique artistique. Nous avons passé commande à Olivier Coulon-Jablonka, Barbara Mété-Chastanier et Camille Planier. Nous avons passé commande d'une pièce d'actualité. Cette pièce d'actualité s'est faite donc après une enquête sur le terrain, un inventaire des situations à Aubervilliers. Et nos amis artistes ont donc découvert cette situation d'un squat situé au 81 avenue Victor Hugo. C'était un squat assez exemplaire. Il recueillait des travailleurs clandestins organisés, pacifiques et organisés, qui avaient une parole souveraine, qui parlaient en leur nom, qui ne passaient pas par les associations habituelles, qui d'habitude peuvent représenter les sans-papiers. Et cette espèce comme ça de cohérence interne du squat, et aussi son aspect emblématique, le fait qu'il représentait à eux tout seuls la situation des travailleurs clandestins en France, a attrapé donc nos artistes qui ont fait une pièce d'actualité, 81 avenue Victor Hugo. Cette pièce mettait en scène 8 des habitants du squat. Elle était si exemplaire, si littérale, elle faisait état d'une manière très, très simple et à ma foi assez souveraine, avec pas mal d'humour, de la situation de nos amis, que Olivier Py, donc dans la foulée, décide de la programmer exceptionnellement en juillet 2015. La création a lieu en mai. Olivier Py ouvre sa programmation qui était pourtant bouclée pour les accueillir. Et cette pièce, aujourd'hui, est programmée par le Festival d'automne. Des représentations sont en cours. Je vous en ai mis la liste sur mon petit topo. Le préfet à l'égalité des chances du 93, le préfet d'alors, vient assister à la représentation, à la première, écoute ce qui se dit dans la pièce, rencontre les acteurs à l'issue de la représentation et décide d'engager avec eux un dialogue. Dialogue pour lequel donc le théâtre sera sans arrêt l'interface en fait. Ce dialogue consiste tout simplement à leur dire eh bien écoutez, j'ai entendu ce que vous aviez à dire. C'était d'autant plus nécessaire de l'entendre qu'en même temps le préfet était aussi poussé par un rapport de force que le théâtre avait créé, puisque la pièce commençait à avoir du succès, la presse nous a aidés, et le préfet a dit très littéralement vous avez créé en effet un rapport de force, vous avez été admirable. Et je vois dans votre collectif une forme d'exemplarité. En effet, vous êtes des travailleurs. Vous savez que c'est un vieux mot d'ordre de la lutte des sans-papiers. Il y a quelques années, on a décidé, la CGT mais aussi des associations, avaient décidé de dire mais ces gens-là ne sont pas des sans-papiers, ce sont des travailleurs. Et c'est sur ce statut-là, cette situation réelle, que le préfet Leski donc, décide d'engager avec eux ce qu'il appelle un processus de régularisation au fil de l'eau. Donc là, je dois lever une ambiguïté. Il ne s'agit pas d'un processus de régularisation collective. De toute façon, la loi française ne le permet pas. La régularisation se fait au cas par cas, après examen des situations. Ce processus engagé par l'ancien préfet est un processus au fil de l'eau. Il promet qu'environ 15 à 20 dossiers seront examinés individuellement par mois, ce qu'il met en place.
Alors, comme je vous l'ai dit dans mon topo, évidemment, l'examen des situations est un examen qui demande de l'empathie. Si on applique, selon une lecture littérale ou fondamentaliste, les critères objectifs de la loi, personne dans ce pays ne pourra avoir ses papiers. Dans la mesure où nous l'avons rencontré, les employeurs qui embauchent effectivement les sans-papiers ne veulent pas faire de promesses d'embauche, pour la plupart, parce qu'ils ont peur des contrôles. Je me souviens très bien du cas de Zia, un des acteurs de la pièce, venant dans mon bureau et me disant « Marie-Josée, vous devez appeler mon patron parce que mon patron est méchant, il ne veut pas faire la promesse d'embauche pour moi, il a peur des contrôles. » Et nous l'avons fait, nous avons appelé pratiquement tous les employeurs et nous nous sommes souvent cassés les dents. Souvent aussi, quand même, on a réussi à les convaincre. Donc, par ailleurs, on sait aussi que les travailleurs clandestins travaillent sous alias, sous fausses identités, si bien qu'ils ne peuvent pas, du coup, livrer des contrats de travail à leur nom qui prouveraient qu'ils ont une activité professionnelle depuis des années dans ce pays. C'est compliqué. Donc, c'est pourquoi l'ancien préfet avait mis en place un processus intelligent, inspiré par la connaissance réelle des situations. Il y avait donc les avis de la direction du travail, de la directe, mais ces avis pouvaient être compensés par d'autres aspects du dossier, preuve de séjour, ordonnance médicale, enfin tout ce qui permettait de prouver que la personne était réellement là et qu'elle travaillait même dans des conditions rocambolesques. Voilà. Donc tout ça a été très beau et je pense qu'on a vécu, en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'on a vécu une situation exceptionnelle, en fait. Une situation d'exception, d'intelligence des services de la préfecture qui avaient décidé, voilà, d'accompagner avec oui, empathie, connaissance, pragmatisme, la situation. Donc, en janvier 2016, l'ancien préfet quitte ses fonctions, ce qui est naturel, au bout, je crois, de 3 ans d'exercice ici, et il est remplacé par une nouvelle préfète, et c'est à partir de ce moment-là que le processus se dégrade. Donc, il y a des rencontres qui sont organisées avec la nouvelle préfète à partir du mois de mars, je crois. Hein, c'est ça. Et là, les choses se tendent. Les avis de la directe commencent à être négatifs sur les dossiers. En fait, il reste 21 dossiers examinés. Comme je l'ai dit dans le topo, nous avons remis à la préfecture du temps de l'ancien préfet une liste de 89 noms. J'insiste sur le fait que nous avions confiance et donc nous avons livré le nom de 89 clandestins qui acceptaient de donner leur identité. Cette liste donc, de 89 noms était celle qui était examinée progressivement par la préfecture. Et sur cette liste, il restait donc, quand le préfet précédent est parti, 21 dossiers que la directe devait examiner, plus 4 cas de personnes qui, ayant eu confiance dans le préfet, avaient renoncé à leur recours à la demande d'asile et attendaient d'être intégrées in fine dans le processus de régularisation. Donc 25 personnes qui restaient dont le cas restait à examiner. Les avis de la directe devenaient de plus en plus compliqués, négatifs. Voilà. Donc, tension sur les papiers, sur les demandes de régularisation. En parallèle, la préfète propose à ceux qui étaient déjà régularisés, issus du processus, et qui vivaient encore au squat, un relogement mis en œuvre par Coalia, donc l'agence des foyers pour travailleurs étrangers. Ce processus commence à être mis en place un peu péniblement. Il a pour avantage donc, de fournir des logements à certaines personnes. Du coup, le squat se vide et comme il n'y a plus de concertation, comme il n'y a plus de rapport intelligent avec le squat, évidemment, le squat se retrouve déstabilisé, alors que le préfet Lesky précédent avait demandé, comme il avait une relation très intelligente, il avait demandé à ce que la liste soit stabilisée, qu'il n'y ait pas de nouveaux arrivants. Bon là, le squat se vide partiellement de ses habitants. Certains nouveaux arrivants arrivent. Bon. Le 26 octobre, donc, la préfète décide de l'expulsion du squat. Donc nous sommes mis au courant dans la matinée. Dans le désarroi, la détresse, on décide très naturellement d'héberger les habitants du squat, donc les 21 personnes plus 4 en attente de papier, 12 personnes régularisées qui attendent d'être relogées par Coalia, parmi ces 12 personnes, 6 acteurs de la pièce, tout ça vous le trouverez dans le topo, et quelques nouveaux arrivants dans le squat, une dizaine environ. Donc à peu près
44, 45 personnes hébergées au théâtre. Évidemment, ce chiffre fluctue en fonction de ce que nos amis arrivent à trouver en urgence de solutions pour une nuit, une deuxième nuit ou pas. Voilà. Donc nous, nos points, les points sur lesquels nous avons essayé de tenir, recueillir ici encore la force qui nous restait, essayer de voir si l'hospitalité prononcée par le théâtre, bon, qui correspondait d'abord à, comme dit Slavoj Žižek, on le fait parce qu'on doit. Hein, bon. Voilà, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est on le fait aussi parce qu'on espère continuer à introduire un rapport de force avec les autorités. Notre revendication, c'est donc que les dossiers restant en attente d'examen de papier soient réexaminés, que les 12 personnes à qui Coalia doit faire des propositions de logement reçoivent ces propositions. Voilà, ça c'est notre demande. En gros, notre demande, c'est continuité de la parole de l'État. Comme l'affaire était symbolique, elle l'a toujours été, comment la culture, alors ça c'est encore un aspect exceptionnel, comment la culture pouvait devenir tout d'un coup un point comme ça de focalisation et d'exemplarité. Comme ça a toujours marché comme ça cette affaire, les autorités se sont un peu émues de notre geste. Donc il y a eu médiation du ministère de la Culture, de la conseillère culture du cabinet du Premier ministre, et évidemment intervention aussi du directeur du Festival d'automne, Emmanuel de Marcimota, et de Marie Collin. Ces interventions ont permis que les 6 acteurs de la pièce soient logés provisoirement au parc de la Villette. Parce que le slogan que j'avais employé, c'était que si on ne fait rien, ben, il y aura donc pour la première fois 6 artistes du Festival d'automne qui dormiront à la rue et pas par romantisme. Donc bon, ça, pour les acteurs, on a trouvé des solutions. Provisoires, hein, c'est pas évidemment, ça ne remplace pas ce que pourrait faire Coalia pour eux. Et on me dit que la préfète a accepté de réexaminer les dossiers déposés à la directe, les 21 dossiers. La question reste de savoir comment ils seront examinés. Hein, si on oppose, si c'est une lecture littéraliste, on risque de tourner en rond. Hein, donc, mais en tout cas, la bonne nouvelle relative, c'est que les dossiers vont être réexaminés. Voilà. Le dernier point que je voudrais dire, en fait, qui est un point grave pour moi, c'est je suis venue ici faire l'aveu de mon impuissance. Voilà. Notre théâtre va reprendre ses activités, enfin il a repris hier ses activités. En ce moment, les amis qui dormaient dans la petite salle dorment dans les couloirs, et moi je ne vais pas pouvoir les héberger plus longtemps. Donc je vais devoir les rendre à la rue. Voilà. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un appel à d'autres théâtres pour voir si le souci et l'hospitalité concrète peuvent se partager, organiser un relais. Mais moi, je suis venue dire ça tout simplement qu'il y a un moment où il faut prononcer sa propre impuissance. Et si elle est de fait, je pense qu'en effet, il y a un moment aussi où nos amis devront comprendre qu'ils ne peuvent plus nous faire confiance, voilà, que nous ne pouvons rien pour eux. Voilà. Donc on va voir, hein, je vais lancer un appel de prise en relais par les autres théâtres. Voilà. Mais je ne sais pas ce qu'il en sortira. Je sais que le milieu culturel est ému, mais je vais voir. Voilà. Ça, c'est le petit point d'information que je voulais faire. Je ne sais pas s'il a été très clair, j'ai essayé d'être assez synthétique dans mon topo. Ce qu'on a fait aussi, on vous a remis, donc, parmi les documents, la liste des 21 personnes concernées par les demandes de régularisation, avec les contacts des employeurs, parce que vous le verrez, c'est assez impressionnant, cette liste, par exemple. Il y a, par exemple, une association qui travaille pour l'Aglo, qui a fait une promesse d'embauche. Il y a des associations locales, des entreprises locales. Il y a aussi le cas de personnes qui travaillent déjà pour les employeurs qui se sont déclarés. Et
Et il y a évidemment aussi notre théâtre qui a fait des promesses d'embauche, puisque tout ça a créé des liens d'amitié. Donc maintenant, nous, par exemple, depuis que nous les connaissons, nous avons permis, via notre propre formation pour la sécurité, à quatre des habitants du squat d'obtenir leur diplôme de sécurité. Donc nous avons des liens, voilà, c'est simple, quoi. Donc les gens trouvent spontanément, une fois qu'ils ont leur papier, à organiser réellement leur vie. Voilà. Donc cette liste, on vous l'a donnée parce que si vous voulez faire un complément d'enquête et téléphoner au patron, vous verrez que tout ça est assez solide et que j'espère que du coup la directe, maintenant, va... Ah oui, j'aurais dû vérifier ce matin l'acronyme parce que pour nous, il est devenu tellement... c'est, je crois, la représentation, la direction du travail. Donc il y a une direction départementale, régionale, etc. Mm. Est-ce que les théâtres se sont manifestés le monde de la culture Oui. Est-ce que certains se sont manifestés spontanément? Oui, oui. Spontanément, en tout cas, la sollicitation du ministère de la Culture, etc. Mais moi, j'ai senti que c'était sincère. Donc le théâtre de l'Odéon était prêt à envisager d'ouvrir ses loges. Comme je l'ai dit, bon, le théâtre de la ville, mais malheureusement le théâtre de la ville est en travaux. Donc nous avons, nous, des contacts avec nos amis du 93, Hortense Archambault, Jean Bellorini, Mathieu Bauer, etc. Philippe Ken aussi, le Centre national de la danse. Ce matin encore, qui nous ont envoyé des SMS pour dire bon, qu'ils étaient avec nous. Et maintenant, c'est plutôt, l'enjeu, c'est plutôt une réunion de travail concrète pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement, c'est-à-dire combien de places, les matelas et tout ça. Parce que en gros, ça se résume à ça, hein, l'affaire. Donc ça, c'est programmé, cette réunion? Oui. Enfin, elle n'est pas programmée, on doit, elle est en cours d'organisation. Hein, parce que, si vous voulez, moi j'ai été loyale en fait, au sens où j'ai laissé, parce que j'ai senti que les personnes qui intervenaient du côté du ministère de la Culture, etc., étaient assez sincères. Ils m'ont demandé de patienter. Hein. Donc je ne bougeais pas. Je pensais que les solutions allaient arriver simplement. J'attendais. Bon, hier soir, j'ai décidé de faire ce point d'information parce que je sens bien que quelque chose ne va pas. Il y a une vraie tension sur le logement, j'imagine. Oui. Ils viennent d'évacuer. Bien sûr. Toutes les tentes qui étaient à Bien sûr. Brest, et ça, c'est au moins 3000 personnes. Bon, nous, évidemment, c'est beaucoup moins, mais... Oui, c'est plusieurs types de logements, si vous voulez. C'est plusieurs types, donc c'est pas les mêmes circuits. C'est-à-dire que les personnes qu'on évacue à Stalingrad sont des personnes qui doivent bénéficier de l'hébergement d'urgence, où ils peuvent déposer leur demande d'asile, etc. Là, on parle d'hébergements qui sont proposés à des travailleurs qui ont déjà leur papier. Hein. Ce sont des logements payants, hein, c'est un loyer, hein, c'est 350 € par mois, donc c'est une proposition qu'on leur fait au titre de leur statut de travailleurs ayant leur papier. C'est une vieille histoire vous savez, c'était les anciens foyers Sonacotra. Hein. C'est ça, c'est les anciens foyers Sonacotra. Coalia, il y a Coalia, Adoma, c'est l'ancien Sonacotra. Donc en fait, si vous voulez, ça n'entre pas en concurrence avec ce que par ailleurs la ville de Paris et les collectivités et l'État doivent mettre en œuvre pour les réfugiés actuels. Hein, ça n'est pas même si on est d'accord que, étant donné l'état du pays, tous ces circuits-là sont saturés, problématiques, etc. Hein, je ne crois pas que ça ne soit pas aisé. Vous dites que certains patrons ont peur refusent de faire des embauches. Pourquoi ? Par crainte des contrôles rétroactifs. Parce qu'en fait, ils ont peur, mais c'est un fantasme, hein, un fantasme qu'on a essayé de lever. Ils ont peur que se déclarant comme patron actuel, en fait, c'est pas ça qu'on leur demande, hein, on leur demande juste de promettre qu'ils vont les embaucher. Mais ils ont peur qu'en fait, ce soit une démarche qui les démasque comme patron, employant déjà les gars sous la forme de travailleurs clandestins. Donc, dès lors qu'ils comprennent qu'ils vont être en contact avec l'administration, évidemment, ils ont peur. C'est souvent des petites entreprises, c'est souvent des entreprises amicales, c'est-à-dire des gens qui ont monté des entreprises et qui sont issus eux-mêmes des vagues migratoires précédentes. Donc je pense que c'est des gens qui sont, voilà, pas toujours. Hein. Il y a aussi, comme je disais, c'était le paradoxe, par exemple l'Aglo qui avait fait une promesse d'embauche, qui s'est vu refuser
qui s'est vu refuser par la directe. Alors on était un peu estomaqués, on s'est dit, mais alors, à part Bouygues, qui ne fera jamais de promesses d'embauche, hein, bien qu'il les emploie, je ne vois pas qui pourrait être considéré comme un employeur légitime si même une agglomération ne peut pas apparaître comme un employeur crédible, en fait. Bon, la directe obéit à des critères hein, qui lui sont imposés évidemment par la loi. Donc c'est là que le travail de la préfecture est un travail d'intelligence compensatoire de la directe. La directe fait son travail strict. Si la directe applique ces critères, elle doit vérifier que l'embauche proposée à un réfugié ne vient pas en concurrence de Français émargeant à Pôle emploi. Donc il faudrait vérifier que des gens de Pôle emploi n'ont pas répondu à l'annonce hein, et ne vient pas retirer donc, le travail de la bouche des Français déjà là. Donc c'est les premiers critères de la directe. Ensuite, elle doit vérifier que la demande est faite en règle. Elle demande des CV. Par exemple, pour des employés de ménage, elle a demandé des CV. Alors, comment voulez-vous que des Ivoiriens qui travaillent dans le ménage puissent fournir un CV et des diplômes hein? Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. L'ancien préfet, sachant qu'il travaillait sous alias, connaissant en fait, ce que d'ailleurs le spectacle explique très bien. Hein. Le spectacle raconte comment ils payent des impôts, par exemple, les clandestins. Parce qu'ils payent des impôts puisqu'ils sont déclarés sous un faux nom. La personne qui leur prête leur identité paye des impôts. Donc c'est eux qui, sur leur paye, donnent aux blacks l'argent des impôts aux prête-noms. Le spectacle raconte très bien ça. Et donc le préfet, mais tout le monde dans l'administration... moi, je me souviens avoir assisté à un procès d'un ami qui était menacé d'obligation à quitter le territoire, où la juge elle-même, à l'avocat de la partie adverse qui disait « ce monsieur travaille sous alias », la juge disait bah « oui, c'est un clandestin ». La juge elle-même disait bah, « comment voulez-vous qu'il travaille sinon il ne peut travailler que sous un faux nom ». Voilà, donc tout le monde sait ça. Hein. C'est là que le bon sens et l'empathie voilà, est requise. Enfin, Le squat a été vidé, mais il va devenir quoi ce squat? Il va être démoli, on ne sait pas. Non, c'est pour faire un foyer, justement. Eh bien, je crois que le paradoxe, c'est ça, mais je ne veux pas parler à la place de l'État, puisqu'on a très peu de contacts. Nous, je crois que ça doit devenir une plateforme. Hein. Voilà. Ouais. Oui. Ouais. Un CAO ou un truc comme ça? Voilà. CAO, centre, donc, qui correspond, si vous voulez, à l'accueil d'urgence, les centres où on dépose la demande d'asile. Un paradoxe. Voilà. Je le sais depuis ce matin. Je l'ai su par la conseillère culture du Premier ministre. Je suppose. J'ai pas dit. Est-ce que vous faites des meetings au courant de la suite? Parce que c'est ça, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse savoir si des solutions sont trouvées, après votre réunion de concertation avec les théâtres, justement. Oui, oui, je le ferai. C'est pas mal de rester en... Bien sûr. Moi, je l'aurais fait plus, de manière plus régulière précédemment, si ce n'est qu'on m'avait demandé, en un sens, de laisser travailler, de laisser travailler les médiateurs et de ne pas tout de suite faire monter la pression. Bon, ce que j'ai fait bien volontiers, mais maintenant, en effet, de toute façon, bon, oui, je le ferai. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de l'un des 21 C'est difficile de vous parler à tous, mais donc, peut-être qu'il y a un porte-parole qui peut nous expliquer un peu... Comme vous étiez organisé dans le squat, c'est-à-dire peut-être un porte-parole, on nous dit un peu... Bon, les porte-paroles qui sont là, aujourd'hui, ils sont tous allés au travail parce qu'ils ont obtenu leur titre de séjour.
Nous, parce qu'on a commencé la lutte ensemble aujourd'hui, nous on se trouve grâce au soutien de la directrice, mais qu'on remercie d'abord toujours. Parce qu'hier, on avait faim ici, on a fait un buffet ici, tout le monde s'est régalé. Franchement, c'était super. On la remercie pour ça. Donc, nous, tout ce qu'on a dit, c'est d'obtenir, pas dans l'urgence, un hébergement. Juste notre titre de séjour pour avoir notre dignité. Lui, il a travaillé avec le papier de quelqu'un pendant 3 ans. Il était payé à 1300 €. Le mec prenait 200 €. Excusez-moi, c'est le terme, quoi. Le mec prenait 200 € et après, il payait l'impôt. Lui, c'est pareil. Moi, c'est plus pire. On n'a plus de force. Nous ne sommes pas des voleurs. Il n'y a pas un parmi nous ici qui a eu problème avec la justice. Même les contraventions, on n'a pas. On travaille toujours pour avoir notre liberté, notre dignité. C'est tout ce qu'on demande. Celle qui a fait ma promesse, elle a tout fourni. Mais le juge, il a appelé, il dit, mais j'ai été rejeté, il dit, mais comment je vais poser plainte? Il dit, non, ne posez pas plainte. La directrice, elle va nous aider, rentrer en contact avec les gens pour voir où on en est. C'est tout ce que nous demandons, quoi. Vous êtes de plusieurs nationalités Oui, on est plusieurs nationalités. Moi, je suis malien. Lui, il est malien. Lui, bon, on est plusieurs nationalités, ivoiriens, maliens, guinéens. Et Bangladesh. Bangladesh et marocains, algériens aussi. Ouais. Ce qui importe donc, si je comprends bien, c'est surtout un titre de séjour avant même un logement. Oui. Mais on ne peut pas. Quand tu n'as pas un titre de séjour, quand on a un logement, comment on va la payer? On ne peut pas payer un logement sans avoir un titre de séjour. Et comment vous vivez la situation en ce moment avec l'arrivée des réfugiés, la situation tendue à Paris? Ce matin, on a expulsé ceux qui étaient sur le terre-plein à Stalingrad. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous met en concurrence? Non, ce n'est pas une concurrence, madame. Puisqu'il n'y a même pas un mois, nous avons cotisé, chacun parmi nous a cotisé 5 € pour les envoyer à manger là-bas. Vous êtes depuis le début, vous-même, dans ce combat des 80 ans? Je suis dans le combat depuis 2009. Donc ça remonte à 2009, tout ça? Oui, ben, Peut-être même avant. parce que. Oui, c'est depuis 2009. Ouais. Oui. Donc vous dites aujourd'hui, je n'ai plus de force. C'est ça que vous disiez. Ah oui. On n'a plus de force. Hein. Est-ce qu'on peut vous demander votre nom? Moi, c'est Traoré Modibo. Alors Traoré, c'est ça? Oui, oui. Et ensuite, c'est Modibo, M-O-D-I-B-O. ici. Vous êtes aussi dans la pièce ou vous êtes Je ne suis pas. collectif? Je suis dans le du collectif. Mais pas un délégué, ni un porte-parole. Je ne suis pas dans la pièce. Non. Ouais. Il n'y a pas de femme, c'est... Ouais, on a une femme, mais oui, elle est partie à l'hôpital, puisqu'elle était avec nous hier. Dans le froid, ben, son enfant a pris un coup. Avec un enfant. Oui, oui. Oui. Elle est enceinte. Mais là, sur les 21-25, Il y a juste une femme qui est partie à l'hôpital accompagnée sur sa dernière fille, parce qu'elle est restée hier de 11h jusqu'à 20h avec nous. Donc, ce matin, elle ne pouvait pas être là, donc elle est à l'hôpital. Et vous disiez que peut-être devoir rendre ces personnes à la rue, mais c'est dès aujourd'hui. Il fait froid. Mais on ne peut pas tenir, en fait. Non, je ne sais pas quoi vous dire, là. Ce que je sais, c'est que si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Comment voulez-vous qu'on fasse? Notre théâtre est petit, qui plus est, et puis... enfin, bon, là, on peut toujours faire quelque chose, mais on ne peut pas s'installer comme ça. Moi, je pousse pour que quelque chose de
de dessins qui correspondent à ce dont les gens ont besoin pour vivre soient trouvés quand même. Et puis, il faut juste vérifier qu'à un moment, notre aide ne soit pas contre-productive. Si notre aide, c'est juste dire bah, démerdez-vous avec eux, quoi ça sert ça? Dans ce cas, il vaut mieux en effet qu'ils réorganisent un squat sans nous et qu'ils ne s'illusionnent plus. Mais vos collègues du TGP, de l'École, de l'Uni, par exemple, là, ils sont prêts de suite à. Je sais pas. Je sais pas. Ça aura une valeur d'exemple, parce qu'on ne peut pas laisser 5 ou 6 du théâtre. Voilà, c'est ce que je voudrais. Oui, c'est ça, Ce que je voudrais. avec uniquement chez eux. Donc là, Ce que je voudrais, c'est ça, c'est une valeur. le partage du poids et donc de la pression en fait. Et ça, je pense qu'on peut l'organiser. C'est-à-dire que si on décide que ça n'est l'affaire de quelques nuits, le temps de continuer à pousser, ça, je pense qu'ils sont assez intelligents et généreux pour le faire. Vous voulez dire un truc? Vous êtes fatigué, mais vous n'avez plus la force. Mais c'est pas de garder l'espoir bêtement, mais vous y croyez quand même à ce combat-là? Ben, franchement, grâce au soutien, peut-être qu'on croit. Il y a la surprise partout. Franchement, on est tous fatigués. Tout le monde est fatigué. La conscience, bon, ça va, le moral, ça va. Grâce au soutien aussi de la directrice, toujours. Et ça va. On espère toujours. Olivier, tu veux dire quelque chose? Est-ce que dans la ville, les gens se mobilisent, les spectateurs, par exemple, je me souviens au moment de la création, les spectateurs étaient quand même très présents et très sensibles à cette histoire. Est-ce que ça continue? Oui, ça continue. La ville, par le biais de son élu, en charge de l'exclusion, etc., et aussi par le biais de ses associations, a toujours été là, a aidé à établir les dossiers pour les gens. Et aujourd'hui, une lettre, je crois, a été adressée à la préfète, signée par quelques élus, par Jacques Ralit, par quelques associations, sous le label, je dirais, Aubert Fraternité. Voilà, pour dire... mais comme je le disais au début, c'est-à-dire que la ville d'Aubervilliers, elle est épuisée. Elle est sur-sollicitée par des problèmes de l'extrême pauvreté. Donc, elle a raison de penser que c'est aussi à l'État de tenir sa parole et donc de faire ce qu'il faut. Parce que la ville, vous connaissez l'état de la ville en fait. Donc, c'est aussi ce qui était dramatique, c'est-à-dire alors qu'on avait une situation qui était relativement pacifique, stabilisée, des gens qui étaient dans un squat et qui attendaient tranquillement qu'on fasse ce qu'on avait dit qu'on ferait pour eux. Là, tout d'un coup, remettre dans les rues d'Aubervilliers, quel est le gain, quel est l'intérêt? Justement, aujourd'hui, il y a Stalingrad, Calais, etc. Quel est le gain de dégrader une situation qui était pourtant, celle-là, au moins, en passe d'être réglée? Merci alors. Merci.